Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré au handicap visuel. Aujourd'hui, 30 avril, nous nous étions retrouvés il y a 15 jours, même jour, même heure, sur le handicap auditif. Nous sommes déjà 240 ce matin connectés et nous avons grand plaisir avec ma collègue Emeline, ici présente également, de l'animation Handipact, à vous accueillir ce matin. Nous allons passer à peu près 1h30 ensemble et avons le plaisir d'avoir deux invités de marque, grands témoins aujourd'hui avec nous. Nous allons co-animer toutes les quatre ce moment que nous allons passer ensemble. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Handipact, financé par le FIPHFP, un programme d'animation auprès des employeurs publics, donc de la fonction publique. J'anime notamment les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, et Emeline, ici présente, anime la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Donc, nous savons pourquoi nous sommes très nombreuses ce matin. Au menu du jour, hop, je vous passe la petite slide suivante. Nous allons aborder successivement quelques éléments de définition et d'origine du handicap visuel. L'idée étant pas de faire de vous forcément des experts, mais de donner quelques éléments de repère sur ce type de déficience. Et nous verrons, grâce à l'aide de nos invités Fatoumata et Nadège, quelques bonnes pratiques d'accompagnement de personnes en situation de handicap visuel, ainsi qu'en troisième partie, des informations sur la compensation de ce handicap. Voilà pour le programme. Emeline, je te laisse présenter nos invités. Vous avez vu, donc du coup, programme ambitieux. Donc pour nous accompagner avec Tiffaine, on a constitué un duo de choc avec Nadège Guillotot, qui est experte de la compensation du handicap visuel. Elle est coordinatrice notamment de la PAS, donc la prestation d'appui spécifique du handicap visuel en Pays de la Loire sur les départements du 44 et du 85. Et nous avons également Fatoumata Sanou, qui est aide-soignante au CHU de Bordeaux et qui sera aujourd'hui notre grande témoin et qui sera un peu notre fil rouge tout au long de ce webinaire. Alors Nadège, on vous présentera un petit peu plus dans le détail sur la partie compensation, du coup, qui arrive en deuxième partie de ce webinaire. Je me tourne du coup vers Fatoumata pour justement que vous puissiez nous présenter un petit peu plus brièvement votre parcours, pour que vous puissiez nous donner quelques éléments qui permettent d'illustrer les enjeux de cette thématique. Je suis Fatoumata Sanou. Je tenais à vous remercier pour cette invitation. Et que je suis aide-soignante effectivement à l'hôpital au CHU de Bordeaux depuis bientôt 16 ans. Donc, j'ai un handicap visuel congénital et héréditaire. Et que dans mon parcours d'aide-soignante, j'ai bénéficié d'un accompagnement avec un temps supplémentaire, un tiers-temps, ce qui m'a permis de passer les concours. Et à l'hôpital aussi, j'ai été accompagné dans ce parcours-là. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir témoigner, c'est que le handicap visuel n'est pas un frein, n'est pas une fin en soi. C'est cet accompagnement, ces soutiens qui ont fait de moi aujourd'hui une aide-soignante épanouie, heureuse de témoigner, même si je suis stressée, parce que c'est une première pour moi. Je pense que ce n'est pas une dernière, afin que chacun soit sensibilisé, afin que les gens soient impactés dans leur vie professionnelle de près comme de loin, et que de savoir que l'handicap visuel touche beaucoup plus de gens autour de nous, et que l'ignorance fait que on ne sait pas. Et aussi la peur, le regard des gens. Donc, pour ma part, sur le CHU de Bordeaux, les responsables m'ont accompagné, tant humainement, tant matériellement, tant psychologiquement, tant au niveau des équipes. Et aujourd'hui, j'ai pu m'ouvrir vis-à-vis de cet handicap comme une espèce de fardeau, un poids qui est sorti. Voilà. Et le regard des autres aujourd'hui est moins agressant. Et moi-même, mon propre regard est beaucoup plus doux et agréable et léger. Là, ce que je peux dire sur ce parcours-là.
Merci beaucoup Fatoumata. Ça nous montre que vous avez a priori un parcours vraiment riche et qui se finit sur une belle fin. Donc, je pense que l'objectif maintenant aujourd'hui de tous les employeurs, des accompagnateurs qui sont présents, c'est d'arriver également sur un accompagnement aussi bien réussi. Alors, pour en arriver là, tout d'abord, on va vous donner des éléments de compréhension. Tout d'abord, savoir ce que c'est finalement le handicap visuel, de quoi est-ce qu'on parle exactement. Ça va être la première partie de ce webinaire. Et pour entamer justement cette première partie, on va vous proposer un quiz qui va vous permettre, d'interroger sur vos représentations sur ce handicap qui peut parfois être mal perçu. Alors, ce quiz va apparaître dans l'onglet sondage qui se trouve à droite de votre écran, donc un peu plus à droite que le chat, juste après l'onglet questions. C'est ici que des questions vont apparaître. Première question, je te laisse la poser, Tiffaine. Oui, alors, première question qui est une affirmation à laquelle vous pouvez répondre par vrai ou faux. Selon vous, le handicap visuel est-il un handicap lourd? On vous laisse quelques secondes et ça y est, ça défile à toute allure. Alors, vous êtes quasiment les 2/3 à nous dire que ce serait vrai, le handicap est un handicap lourd. 40 personnes nous disent que c'est faux. Émeline, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de réponse? Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés à trouver l'onglet sondage, vous pouvez demander de l'aide sur le chat ou directement y répondre. Pour vous donner des éléments de réponse, selon l'enquête Les Français et le handicap visuel qui a été menée par le cabinet TNS Sofres en 2015, la déficience visuelle est en grande majorité, c'est-à-dire à 97%, vue comme un handicap lourd, voire très lourd pour 71% des sondés, alors que le handicap physique ou moteur, lui, il était à 66% et que la surdité, il était à 44%. Or, dans la réalité, sur 1,7 million de déficients visuels, seuls 12% d'entre eux souffrent d'une cécité sévère ou sont aveugles. Finalement, un tiers ont une déficience légère et plus de la moitié ont une déficience moyenne. Donc, on a tendance à alourdir vraiment largement ce handicap. Est-ce que, Fatoumata, vous retrouvez un petit peu dans cette étude? Absolument. Effectivement, l'handicap visuel est un handicap lourd dans un premier temps. Quand les choses ne sont pas dites, quand on n'ouvre pas la boîte de Pandore, ça devient comme une espèce de brique attachée qu'on vous met au fond de l'eau, que vous-même vous mettez avec la société. C'est vrai que le regard des uns, le fait qu'on ne nous voit pas avec les yeux fermés, les gens pensent qu'on voit. Les gens oublient parfois même que vous n'y voyez pas. Ils ne font pas attention, ils ne savent pas. Et donc, vous passez tout votre temps à compenser en fait, à chercher à accommoder et à chercher à le cacher aussi sans cesse. Donc, ça devient lourd et pesant. Maintenant, de l'autre côté, du moment où moi personnellement, j'ai franchi ce cap de le dire, de me libérer de cette lourdeur qui me détruisait la vie, j'ai vu que l'handicap visuel est devenu pour moi assez léger, à assumer ouvertement. Et donc, avec des gens bienveillants, finalement, les gens, à travers mon attitude, ont été instruits, ont compris. Et du coup, c'est donnant-donnant. Mais n'empêche que c'est quand même assez lourd puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même si on a envie. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qui sont réglementées, mais le cœur y est. Aujourd'hui, moi, ma vie, elle a changé. Voilà. Je ne suis plus dans l'état où j'étais. Aujourd'hui, je suis dans un état avenant, prévenant, pour que tout handicap qu'il soit ait aussi cette écoute comme vous le faites aujourd'hui. Finalement, on voit que c'est le terme handicap lourd, finalement, est aussi une question de représentation et qu'on s'en fait. Parce que là, vous nous dites que, en effet, au début de votre parcours, c'était plus difficile à porter et que grâce à tout le travail qui a été réalisé, c'est devenu plus léger. En tout cas, c'est très beau de l'entendre de vos mots. Une deuxième question, Émeline ? Oui, tout à fait. Alors, deuxième question que vous retrouvez également sur l'onglet sondage. Quel est le taux de chômage des déficients visuels selon vous? Est-ce qu'il serait de 10%, de 20% ou de 50%?
vous laisse le temps de répondre. A priori, ça se joue entre les 20 et les 50%. Vous êtes moitié-moitié entre ces deux taux-là. Le 20% est en train de prendre un peu plus d'ampleur. Est-ce que Tiffaine, tu peux nous donner justement la réponse? Oui, quelques éléments de réponse. Alors, on voit que la majorité qui se dégage là dans les réponses, c'est en effet 20% parce que on sait que parmi les personnes en situation de handicap, à peu près 20% sont au chômage. Cependant, le taux monte à 50% pour les déficients visuels, soit 5 fois plus que la population active qui est plutôt autour de 10%. Et donc là, on voit bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le handicap visuel n'est pas forcément aussi facile que ça à porter dans le milieu professionnel et en tout cas fait l'objet de nombreuses représentations à ce sujet. Est-ce que Nadège, vous souhaitiez peut-être préciser quelque chose par rapport à ça? Oui, je rejoins tout à fait Fatoumata dans ses propos et effectivement, à partir du moment où les choses arrivent à se dire, ça veut dire qu'il y a un environnement où il y a de la confiance et de la bienveillance, qu'il peut y avoir aussi des professionnels, pourquoi pas de la basse vision, pour être médiateurs et soutenir justement cette parole de la personne malvoyante auprès de son entourage professionnel. Et ça, c'est vraiment le maître mot. D'anticiper aussi justement quand on voit le taux de chômage qui est si élevé, c'est souvent quand même parce que il n'y a pas cette anticipation parce qu'il peut y avoir des étapes, hein, beaucoup d'étapes à faire, notamment pour dépasser les problèmes technologiques, on le verra tout à l'heure, mais aussi parce que souvent c'est dit trop tard ou entendu trop tard. Et voilà, l'important c'est effectivement de pouvoir en parler, de s'entourer de professionnels pour spécialisés dans la basse vision pour pouvoir être soutenu dans ce parcours-là. Merci beaucoup Nadège. Alors l'idée de ce sondage, c'était de commencer justement à comprendre que la déficience visuelle était empreinte de de nombreux stéréotypes, de nombreux préjugés. Alors nous, désormais, on va se baser sur des faits concrets. Tout d'abord avec la définition, finalement, qu'est-ce que c'est la déficience visuelle? La déficience visuelle, c'est une baisse de la vision que ni des lunettes, ni des lentilles, ni la médecine ou encore la chirurgie ne peut résoudre. Elle peut être faible comme elle peut être sévère. Cette déficience visuelle, elle se définit selon deux facteurs. L'acuité visuelle, tout d'abord, c'est-à-dire la capacité à discerner un petit objet le plus loin possible. Et deuxième facteur, le champ visuel, c'est-à-dire l'étendue que l'œil peut distinguer lorsqu'il est immobile. Or, justement, pour mieux appréhender le terme de déficience visuelle, sachez que l'OMS a fait une classification internationale des maladies qui répartit la fonction visuelle en 4 niveaux. Ces niveaux sont la vision normale, la déficience visuelle modérée, la déficience visuelle grave et enfin la cécité. Et finalement, la déficience visuelle, elle regroupe ces 3 derniers niveaux qui sont donc du coup la déficience visuelle modérée, la déficience visuelle grave et enfin la cécité. Je me tourne à nouveau vers Nadège. On vient de dire que la déficience visuelle, elle se basait sur 2 facteurs, l'acuité visuelle et le champ visuel. Pourtant, on sort parfois de ce cadre. Il y a certaines personnes qui sortent de ce cadre. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, légalement, l'OMS va se baser sur ces 2 critères-là, mais la fonction visuelle, elle est beaucoup plus large que ces 2 critères. Il y a voilà, la vision des couleurs, la vision des contrastes, la vision, la capacité visuelle à avoir cette notion de distance, de relief, etc. Et toutes ces problématiques-là vont parfois mettre la personne en situation de handicap majeur sur son poste de travail, quitte à voire même avoir des inaptitudes. Hein. Par exemple, un électricien qui va se baser, ou une profession qui va se baser sur des couleurs, hein, que ce soit un logiciel métier d'agenda qui se base sur des couleurs, etc. Et la personne a une atteinte de la vision des couleurs, elle ne pourra plus pratiquer cette tâche et voire peut-être même ce métier. Donc
on parle, enfin, la plupart du temps, on parle quand même de personnes qui ont aussi des troubles visuels, hein, donc en situation de handicap visuel, mais qui ne rentrent pas forcément dans les critères de l'OMS au niveau de la déficience visuelle. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont des reconnaissances travailleurs handicapés avec des problématiques par exemple, de vision double qui empêchent toute activité quotidienne parce qu'il y a des nausées, des vertiges et qui sont très, très handicapantes et qui empêchent vraiment de poursuivre son parcours professionnel. Donc, il faut avoir cette conscience que la fonction visuelle est bien plus large que ça. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. En effet, hein, c'est toujours dangereux d'essayer de mettre une personne dans une case. Donc, en effet, il y a toujours des cas spécifiques et on peut revenir quelques instants sur les origines du handicap visuel, même si, encore une fois, on pourrait y ajouter des compléments et des cas d'exception. C'est vraiment pour donner quelques repères. Le handicap visuel peut provenir d'une cause génétique, qu'elle soit congénitale avec des anomalies de l'œil telles que des glaucomes, des cataractes, etc., ou dégénératives, des pathologies de la rétine telles que les dystrophies rétiniennes, par exemple. Le handicap visuel peut également être d'une cause issue d'une cause prénatale, telle que certaines infections maternelles comme la toxoplasmose, ou néonatale avec un traumatisme à la naissance ou une forme de prématurité qui pourrait engendrer un handicap visuel, ou le handicap visuel peut être acquis au cours de la vie à travers certaines infections, certains traumatismes, tumeurs, etc., ou simplement par la vieillesse qui, petit à petit, peut dégrader la vision. À savoir que parfois, c'est ce que me disait Nadège quand on préparait ce webinaire, que une myopie, finalement, allant s'aggravant petit à petit, pourrait devenir aussi source de handicap visuel. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de précautions à ne pas se ranger à la simple définition, mais je pense que un des maîtres mots, c'est en effet la vigilance et l'anticipation le plus possible. Voilà ce que je peux vous dire pour quelques éléments de définition. Alors, Tiffany vient de parler de vient de donner quelques noms de pathologies. Ça, pour certains, ça peut peut-être parler pour des personnes qui ont des proches qui sont touchés. Toutefois, c'est souvent des termes un peu barbares. On a du mal à appréhender vraiment ce que ça représente. Donc, on va essayer de vous expliciter un peu la réalité de la déficience visuelle. Alors, tout d'abord, en vous parlant de quel type de vision est vraiment affecté quand on parle de déficience visuelle. Alors, elle affecte 3 types de vision. On parle de la vision centrale, de la vision périphérique et de la vision floue. La vision centrale, c'est celle qui permet la vision des formes, des couleurs, et surtout la vision des détails. Lorsque la déficience visuelle se porte sur la vision centrale, c'est la vision de près et du coup toutes les activités qui nécessitent de la précision qui vont être affectées. Donc pour compenser ce handicap, on va notamment faire appel au grossissement. On peut également avoir une affection de la vision périphérique. Donc là, ce serait l'inverse de la vision centrale que vient de décrire Emine. Dans ce cas-là, c'est la perception autour du point de fixation qui va être affectée. Et les personnes qui ont une atteinte de la vision périphérique conservent donc leur capacité de lecture, mais par contre, en termes d'aménagement ou de compensation, vont peut-être avoir plutôt tendance à réduire les caractères pour qu'ils ne dépassent pas le champ visuel en question. Et ces personnes, mais d'ailleurs c'est le cas de plusieurs situations de handicap visuel, et on le reverra tout à l'heure, mais ces personnes atteintes d'un trouble de la vision périphérique auront besoin peut-être de plus de lumière. Enfin, on a la vision floue. Qui ici recouvre l'ensemble elle va atteindre l'ensemble du champ visuel. La vision est du coup à ce moment-là assez comparable à celle que l'on peut avoir lorsqu'on regarde à travers un verre dépoli. Tout ce qui va être contraste, distance et relief vont être difficiles à percevoir, surtout de loin. En outre, la tolérance à la lumière va aussi être moins forte. On va vous illustrer ça à travers une vidéo. Oui, absolument. Alors, un petit instant, et on vous passe un petit film d'1 minute 30 pour vous illustrer ce qu'on vient de dire.
Attendez, j'avais le micro, attends. Alors, pardon. Grâce à la vidéo qu'on vient de regarder, on commence un peu à mieux percevoir les impacts que peut avoir la déficience visuelle dans la vie quotidienne. On l'a vu, la vision floue, la difficulté à appréhender les distances, la difficulté à reconnaître les couleurs, à trouver des éléments pour se repérer dans l'espace. Est-ce que Nadège, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus les répercussions qu'on va retrouver dans le milieu professionnel? Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous donner des illustrations d'activités qui vous sont souvent décrites comme problématiques au sein du milieu professionnel? Variable du fait de la problématique, est-ce que c'est une atteinte effectivement périphérique, centrale, etc. Elles peuvent être même carrément opposées les unes aux autres, hein, bien sûr. Tout ce qui va être accès à l'information va souvent poser problème. Voilà, pour lire, pour accéder à un outil informatique, un document, etc. Mais aussi tout ce qui va être déplacement, effectivement, quand il y a une atteinte périphérique, principalement, les déplacements vont être vraiment source de fatigue, de problèmes, que ce soit pour se rendre à son travail, puisque effectivement, quand on parle d'une adaptation poste de travail, il ne faut pas avoir que l'activité de travail, il y a aussi tout le reste autour. Voilà, donc il y a énormément de points particuliers à faire. Alors, par rapport effectivement aux répercussions dans le milieu professionnel, les activités qui vont être problématiques, ça va être aussi tout ce qui va être autour de la communication, puisque, comme le disait très bien Fatouma tout à l'heure, c'est un handicap qui parfois ne se voit pas du tout, n'est pas du tout compris, et du coup, les comportements de la personne malvoyante peuvent parfois être mal interprétés. Il peut y avoir des quiproquos importants au niveau de l'équipe. Par exemple, vous imaginez une personne qui a une vision tubulaire, qui se déplace dans un couloir ou dans un hall, ne voit pas forcément son collègue, puisqu'il n'est pas dans son champ de vision à ce moment-là, et ne le salue pas. Et ça peut être vraiment pris comme quelque chose de quelqu'un qui n'est pas avenant, qui n'est pas intégré dans l'équipe, alors que le problème n'est pas du tout là. Il y a aussi cette histoire de fatigue visuelle qui est très importante, qui entraîne une adaptation constante, et effectivement, parfois, il peut y avoir des difficultés rencontrées par rapport à ça. Alors après, les difficultés, elles sont aussi en lien avec les conditions environnementales. Ça va être par rapport à l'éclairage, à l'environnement lumineux, le fait d'avoir un bureau partagé. On se dit que les adaptations, ça va poser un problème pour les collègues. Donc ça, c'est aussi une fausse croyance, puisque souvent les aménagements qui sont faits pour la personne malvoyante, notamment en termes d'éclairage ou d'agencement de l'espace ou de simplification de l'information, vont être très souvent appréciés par l'entourage professionnel, par les collègues. Donc, c'est vrai que la priorité d'avoir en tête, c'est que c'est un effort permanent de la personne pour percevoir l'information, pour communiquer, pour se déplacer dans l'environnement. L'impact de l'éclairage, des contrastes, est majeur pour les personnes. Il y a parfois des incompréhensions aussi ou des questionnements autour de l'endurance, autour des compétences même qui peuvent parfois être mises en cause, alors que simplement il ne s'agit pas du tout d'une remise en cause des compétences, mais un problème d'accès aux informations et de lenteur parfois de prise de connaissance des informations. Voilà, en gros, ce qu'on peut en dire. Après, les personnes partagent très souvent des moments donnés où ils n'ont plus d'énergie, baissent les bras parce qu'il n'y a plus de plaisir. Tout demande tellement d'efforts qu'il n'y a plus de plaisir. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de pouvoir en parler et d'être soutenu, puisque toutes les situations de handicap rencontrées peuvent être dépassées. Le handicap visuel n'est pas forcément un frein sur tout ça. Il y a des choses à mettre en place en termes de compensation. Absolument. Absolument. Et on va dire là-dessus, si vous permettez. Bien sûr. Voilà. Je rejoins un peu ce qu'elle a dit, Nadège, concernant la compensation au niveau de l'handicap. La malvoyance, elle pose beaucoup plus de soucis que quand on a une cécité. Quand on a une cécité, les gens savent que vous n'y voyez pas.
Donc, automatiquement, dans leur cerveau, c'est connecté. Alors que quand on a une malvoyance, les gens ne savent pas jusqu'à comment vous voyez. Donc, forcément, comme je disais, ils oublient, ils omettent. Moi, j'ai vécu ces exemples-là que Nadège le dit bien. Par exemple, je suis dans le couloir de mon service. Si je me mets en face et que mon collègue a une vitre avec de la lumière derrière, j'ai du mal à distinguer. Donc, automatiquement, je fais appel à mes autres sens, notamment mon oreille, pour entendre le son de sa voix. Je sais que c'est lui, ou à sa façon de marcher. Donc, souvent dans le couloir aussi, quand on va d'un service à un autre, quelqu'un vous dit bonjour, mais vous ne savez pas qui c'est. Souvent, on vous dit, mais tu me snobs et tout. Non, mais non, c'est parce que je ne vois pas. Et quand on le dit, les gens disent, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous voyez, les gens vous rappellent qu'ils ont oublié, qu'ils savent, mais c'est, voilà, ils oublient. Et en ce qui concerne aussi la luminosité, moi, je suis très, très photosensible. Je ne supporte pas la lumière. Donc, si on me braque la lumière, effectivement, je peux aller dans le décor. Je ne vois pas, je vois flou. Et j'ai du mal à lire, à m'accommoder. Plus je m'accommode, moins j'y vois. Donc, automatiquement, j'ai des douleurs qui se réveillent au niveau des cervicales, au niveau du cou, au niveau des yeux, qui nécessitaient autrefois des traitements. Mais maintenant, depuis ma prise en charge de façon globale et totale, j'ai plus besoin de tout ça. Et aussi, l'handicap aussi, comme vous le dites bien, c'est un effort permanent. Parce qu'au départ, quand on ne le dit pas, on veut tellement compenser qu'on puise en nous toutes nos ressources. Donc, à la fin de la journée, on est claqué, on est peut-être à bout de nerfs, on est fatigué. Et puis, on se dit, les autres ne nous comprennent pas. On ne veut pas être le boulet, en fait. Celui qui a la ramasse, qui a la masse, à celui à qui on doit avoir un regard de pitié. Donc, du coup, on développe tellement de choses, de capacités. On se rend compte qu'on est capable de beaucoup de choses, même si on a cet handicap. Cela ne nous empêche pas d'être aide-soignant, cela ne nous empêche pas d'être Fatoumata, mais c'est juste que cette passerelle-là, il faut pouvoir la compenser avec les bons outils, avec les bons accompagnements, pour qu'on soit aussi épanoui comme quelqu'un de normal, en fait. Au lieu de nous regarder avec ses yeux d'handicap, mais plutôt quelqu'un de normal comme moi j'ai aujourd'hui. Mes collègues me disent, on oublie même que tu es une personne handicapée. Voilà. Donc, je voulais rajouter un peu. Absolument. Et pendant un bon moment, vous avez compensé par vous-même, c'est ça, Fatoumata? J'ai compensé énormément. Donc, j'avais des céphalées, j'avais des migraines. Et je me cachais, en fait, dans les toilettes. Par exemple, à l'hôpital, on a des transmissions sur des petites feuilles. Elles sont écrites tellement petites, la police, que devant tout le monde, on donne l'échange. On fait style comme on voit, et voilà, tout le monde est d'accord. Mais comme moi, je développe l'oreille, je touche une feuille, un bic et je crie. Et comme c'est moi qui l'ai écrit, il n'y a pas de souci. Mais quand on finit les transmissions, je vais dans les toilettes. Et là-bas, je peux me cacher pour rapprocher la feuille à mes yeux et de pouvoir maintenant lire sans problème pour pouvoir mieux prendre mes patients en charge pour que je n'ai pas de difficultés. Mais je l'ai caché comme ça durant des années. Je vous donne l'exemple, quand je passais les visites médicales à la médecine du travail, je m'arrangeais à savoir comment disposer les lettres. Je le représentais, vous voyez, juste pour ne pas perdre mon boulot, juste pour ne pas être pointé. Donc, on passe énormément et ça fait souffrir énormément professionnellement parce qu'on aimerait être à 100%. On n'est pas et on n'ose pas franchir cette barrière-là. Justement, je me permets de rebondir parce qu'on a une question dans le chat de Marjo qui demande plus de précision sur les conséquences psychologiques. Si Fatoumata, Nadège, vous pouvez donner un peu plus de compléments sur ce point-là. Après, moi, ce que dit Fatoumata, je l'entends tous les jours auprès des personnes que je rencontre qui sont épuisées parce que il faut comprendre quand même que quand une malvoyance s'aggrave ou arrive au cours de la vie, les personnes, le premier problème qui va être à dépasser, c'est le travail. C'est-à-dire qu'à la maison, on en parle un petit peu, plus ou moins, chacun s'adapte, on va réussir à compenser. Si j'ai besoin de m'arrêter, d'aller me reposer, bon, je vais pouvoir le faire. Au travail, il faut que je garde mes capacités, mon endurance, mes compétences et que mon travail ne soit pas remis en cause. Donc surtout, je ne vais pas en parler. Et c'est ce problème-là qu'il faut dépasser. C'est-à-dire que moins la personne va en parler et plus elle va effectivement trouver des stratégies par elle-même pour compenser, pour s'adapter, pour détourner le problème, mais à des prix, à un coût énergétique énorme. Et on retrouve des personnes qui arrivent après à nos services très tard, tardivement, qui sont déjà épuisées, qui ont perdu confiance en elles surtout. Donc ça, c'est majeur sur le plan psychologique, qui ne se sentent plus en capacité de travailler, en capacité de communiquer avec les autres.
qui ont essuyé malheureusement des incompréhensions de la part de leur hiérarchie, leurs collègues, et qui, voilà, il y a des, on va dire, des casseroles qui traînent en termes de conflits, des choses comme ça. Et ça, sur le plan psychologique, c'est vraiment important. Donc, après, il va y avoir tout un travail à faire de reprise de confiance en soi, mais surtout d'objectivation des difficultés. C'est-à-dire que non, vous avez tout à fait raison dans votre vécu, et ça, on va l'objectiver par des examens ophtalmologiques, par des examens orthoptiques, par des examens avec des professionnels de la basse vision sur les difficultés à se déplacer, etc. Et c'est toutes ces évaluations-là qui vont permettre à la personne déjà, premièrement, d'être légitime dans les difficultés qu'elle rencontre, dans la souffrance qu'elle exprime. Et voilà, petit à petit, c'est cet accompagnement qui va lui permettre d'y voir plus clair, si je peux me permettre, de ce que je peux faire encore, sous quelles conditions je peux les faire, combien de temps je peux le faire, avec quelle aide je peux le faire, à quel moment j'ai besoin d'avoir une aide éventuellement technique ou humaine, et comment je peux l'exprimer. Et c'est vraiment tout ce travail-là qui va se faire au cours d'une adaptation de poste. Donc c'est pour ça que, pour rebondir à votre question initiale au début du quiz, c'est parfois on l'imagine comme un handicap lourd, mais c'est surtout parce qu'il est non parlé, non connu, et les personnes ont du mal à se représenter, et derrière il y a un énorme coût énergétique de la personne pour s'adapter. Voilà ce que je peux dire. Mais sur le plan psychologique, oui, à un moment donné, il y a évidemment, à force d'incompréhension, à force de suradaptation et d'épuisement, il y a souvent besoin d'avoir un soutien de la part du médecin du travail, de la part d'un psychologue, pour essayer de reprendre pied, en fait, par rapport à tout ça. On voit bien, en tout cas, dans vos deux témoignages, Nadège et Fatoumata, que l'un des premiers pas, c'est de comprendre ce que l'autre ressent, et ce que l'autre peut voir aussi. Voilà, Fatoumata nous disait tout à l'heure, les personnes entre celles qui ont une cécité, là on comprend bien, mais moi qui suis malvoyante, c'est plus facile de se représenter. Pour ça, on a certains outils de sensibilisation notamment, et là je pense que les participants et les employeurs qui sont en ligne avec nous sont à la recherche parfois d'outils de sensibilisation, parce que là on a la chance d'avoir un témoignage en direct, mais ce n'est pas toujours le cas. On souhaitait vous présenter juste deux petits outils que vous connaissez peut-être déjà. Un premier qui peut s'utiliser sur une application sur votre smartphone qui s'appelle iView, et qui est une application qui permet de scanner votre environnement de travail, votre lieu d'habitation, en y appliquant un filtre selon les différents types de déficiences visuelles. Alors, encore une fois, c'est un peu parfois cliché, on va dire. Enfin, voilà, chaque personne a une vision différente, mais ça donne déjà une première idée. On a parlé dans les différentes vidéos, Fatoumata nous a donné des exemples de vision floue, etc. Voilà, ça peut être une première piste pour essayer de se représenter, puis faire vivre aussi à vos collègues, à votre service. Parfois, on cherche des idées de sensibilisation. Ça peut être un premier outil. Et Nadège me disait que vous aviez également développé un outil très intéressant qui s'appelle Sensivise. Est-ce que vous souhaitez nous en dire 2-3 mots ? Oui, je vais vous le présenter rapidement. Donc, en fait, Sensivise, c'est un outil de sensibilisation au handicap visuel, un outil de réalité virtuelle. C'est un serious game. Depuis là, tout récemment, ce mois-ci, il est à nouveau disponible en ligne directement sur le site sensivise.fr. Grâce à un financement de l'ARS, voilà, on a pu le remettre en ligne. C'est quelque chose qu'on développe, nous, avec une équipe, orthoptiste, informaticien spécialisé de l'Institut au Sens. On a pu développer cet outil à partir de notre pratique, où on s'est vraiment rendu compte au quotidien que le handicap visuel était méconnu, pas compris. Donc, l'idée, c'était de mettre à disposition cet outil-là. Et dans notre pratique, le fait d'expérimenter une perturbation de sa propre vision permet vraiment de prendre conscience davantage que tout un discours. Et donc là, on vous propose à travers cette expérience Sensivise de vous balader en fait dans un appartement, donc à travers plusieurs pièces de l'appartement. Dans le mode scénario, vous allez avoir
Vous pourrez explorer ces différentes pièces et il y a une perturbation de la vision qui va arriver dans chacune des pièces. Comme on l'a dit, vision atteinte de la vision centrale, périphérique ou floue. Et dans chacune des pièces, vous allez avoir des choses à mener et surtout les adaptations de l'environnement à modifier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier éventuellement l'éclairage, les contrastes, l'agencement de la pièce, etc. Donc, principalement, notre idée est de pouvoir montrer que le handicap visuel, c'est pas une fatalité. Il est très multiple et varié. Donc, on peut pas se représenter avec une seule façon de mal voir. Et on peut faire des choses dans son environnement ou auprès de son entourage pour être moins en situation de handicap. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site. Alors après, soit vous suivez le scénario, effectivement, il faut une petite demi-heure. On a mis en ligne tout récemment un quiz entrée et sortie pour nous aider aussi, nous, à récupérer comment vous vivez cette expérience-là, puisqu'on a un projet là à l'année à venir où on va justement développer non plus un appartement, mais un milieu professionnel, donc une entreprise. Voilà, vivre une expérience comme ça, mais en entreprise, pour aborder tout ce qu'on dit aujourd'hui justement sur le collectif de travail, les différentes tâches professionnelles, voilà, ce qu'on peut en faire. Donc, plus vous participerez effectivement à ces quiz, plus nous, on pourra aussi récupérer des informations, des messages importants à retenir pour construire ces nouveaux environnements à venir. Voilà. Donc, je vous invite à y aller et puis à nous faire retour progressivement de tout ça. Mais soit via le mode scénario, soit le mode navigation libre, où là, vous pouvez aller explorer comme vous voulez dans tout l'appartement, toutes les adaptations différentes de l'environnement, avec quelle que soit la problématique visuelle. Voilà. Merci beaucoup Nadège pour cette présentation de ces deux outils qui nous permettent de peut-être dénouer la parole aussi dans certains services. Fatoumata, on avait une question pour vous dans le chat qui nous venait. Je vous lis la question. À partir de quel moment vous avez décidé de demander de l'aide à votre employeur? À partir de quand vous avez commencé à en parler? On va dire, qu'est-ce qui a été votre déclic et comment ça s'est déroulé? Est-ce que souhaiteriez répondre à cette question? Oui, effectivement, quand je suis rentré au CHU de Bordeaux, je n'avais pas signalé du tout mon handicap. Si majeur qu'il était, j'étais déjà reconnu et suivi par le GRP Cap Emploi, tout ce qui était structure d'handicap, donc reconnu Autorep à l'époque, qui est MDPH. Donc, avec, comme on dit, cet handicap lourd, les gens avaient des a priori, tu vas être le fardeau, donc j'avais rien dit. Je suis rentré, effectivement, je compensais durant toutes ces années. Et il y a 5 ans de cela, à force d'avoir compensé, à force d'avoir puisé en moi, à force aussi de prendre des médicaments sans cesse, tant au niveau des gouttes dans les yeux, au niveau oral, tant aussi la menace du médecin me faisait comprendre qu'il faut à un moment donné le dire parce que la vision devenait de plus en plus floue, pour ne pas dire inexistante, puisqu'on n'arrivait plus à maîtriser en fait la dégradation, à la stabiliser. Donc, j'ai eu la chance d'être dans un milieu protégé et j'ai des cadres qui ont commencé à dire « Mais comment ça se fait que tu as les yeux collés tout le temps à l'ordinateur? Comment ça se fait que tu lis comme ça ?» Et moi qui fuyais, en fait, j'avais la perche qui m'était tendue, mais je ne fuyais pas à cause de mon encadrement, mais à cause du regard, à cause des collègues qui se disent « Vous ne pourrez pas faire la même charge de travail que nous, on sera obligé de la privilégier ou protéger. » Donc, je ne voulais pas être en fait privilégié ni protégé. Je voulais, comme tout le monde, faire mon boulot, mais sauf que j'étais en difficulté. Donc, j'allais vite, mais je compensais tellement. Donc, du fait, je suis tombé sur l'encadrement. Vous voyez mon cadre qui est là. Tous les cadres du CHU dont je travaillais, qui ont commencé à me parler des cadres supérieurs. Et j'ai rencontré aussi les directrices, Mme Eketo, Mme Rufa, Mme Limoges, Mme Hélène Delacour, qui m'ont accompagné. Et la médecine du travail. Donc, j'ai vu une psychologue où là, j'ai pu déposer vraiment le fardeau qui me pesait. Et je pense que c'est le jour où j'ai posé, vraiment dire, aujourd'hui, ça suffit, stop. Je veux vivre de façon épanouie, comme tout le monde. Et que ce n'est plus une honte, ce n'est plus me pointer du doigt, de m'assumer en fait pleinement. Donc, je l'ai fait effectivement. Ça n'a pas été facile parce que ça a été des moments de pleurs, des moments d'acceptation, des moments de cheminement, des moments de remise en question. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a toutes ces questions-là? Est-ce qu'après, on ne va pas me bloquer là? Est-ce que je pourrais exercer mon métier? Est-ce que je pourrais toujours être soignante avec autant de joie, autant de soleil?
Donc, vous voyez, donc, toute l'équipe du CHU de Bordeaux m'a accompagné dans cette problématique, ont mis en place des outils, ont mis en place des êtres humains spécialisés et j'ai pu déposer ces fardeaux à chaque moment. Et ils m'ont accompagné. Ben, aujourd'hui, j'ai été dans les unités de soins où j'avais un temps de repos parce que je me fatiguais. Donc, à un moment donné, il fallait se reposer, mettre les médicaments aussi. Et puis, de là, on m'a trouvé aussi un poste en rééducation qui m'a permis là, de vraiment avoir l'adaptation vraiment adéquate pour des personnes malvoyantes comme nous, mais tout en continuant d'exercer son métier d'aide-soignante dans les unités, sur les plateformes. Donc, je n'ai rien perdu en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais j'aurais dû en parler plus tôt. Mais c'est vrai que le regard des autres, la moquerie des autres, et puis ne pas être le boulet sur la casserole, comme elle dit, Nadège, c'est tout ça en fait. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment épanouie. Aujourd'hui, je suis vraiment légère. Aujourd'hui, j'assume cet handicap, raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner, afin que ces tabous-là soient brisés et que ces murailles-là des reins tombent et que les gens sachent que c'est vrai, c'est un handicap, lourd qu'il soit, mais il a une solution. Il peut se rééduquer. On peut trouver une solution. Il y a des oreilles bienveillantes, il y a des cœurs disposés qui peuvent impacter la vie des gens et rendre le milieu professionnel meilleur. En tout cas, merci beaucoup Fatoumata. Vous avez aussi beaucoup de remerciements tout au long du chat de participants qui vous remercient pour votre témoignage sincère, authentique et puis pour le courage que vous avez de témoigner aussi librement et avec autant de recul. On comprend un peu à travers votre discours l'importance du collectif, des collègues, des employeurs, des accompagnateurs en termes de posture. Et justement, c'est la prochaine partie qu'on va aborder. Je sais qu'on a déjà des questions qui ont déjà apparu dans le chat ou via l'onglet questions sur ces questions. Donc, on va commencer à y aborder, les aborder. Alors, Tiffany et moi, on en a recensé quelques-unes de bonnes pratiques, mais Nadège et Fatoumata vont nous compléter, bien sûr. Alors déjà, première bonne pratique qu'on peut vous partager, ça serait celle-ci. Lors d'une rencontre, si vous souhaitez proposer votre aide, d'abord dites bonjour. Ne vous vexez pas si la personne décline votre proposition. Également, quand vous rencontrez une personne déficiente visuelle, annoncez votre présence verbalement. La personne, c'est ce que disait tout à l'heure Fatoumata, on peut lui dire bonjour dans le couloir, mais parfois on n'a pas forcément le temps de reconnaître la personne dès les premières secondes. Donc donnez votre prénom avant de commencer une conversation et puis placez-vous en face de la personne, ou au moins dans son champ visuel. Ensuite, si vous avez l'occasion de marcher ensemble, proposez à la personne de prendre votre bras. C'est pas à vous de prendre le sien. Il faut que la personne reste, libre de pouvoir se dégager à tout moment si elle ne se sent pas en sécurité. Donc, si vous lui tenez le bras, elle n'a pas cette occasion-là. C'est à elle de prendre le vôtre. Si le chemin est étroit ou est jonché d'obstacles, placez-vous devant elle, sa main sur votre épaule. C'est toujours plus facile de suivre que d'être poussé. Cela dit, si la personne a une canne blanche, veillez à faire attention à ne pas entraver le mouvement et le déplacement de la personne. Toujours sur les conseils en termes de déplacement, annoncer les changements de direction ou de relief. Par exemple, il va y avoir une marche, un trottoir, un escalier, ainsi que tous les obstacles à éviter. S'il y a un trou dans la chaussée, par exemple, j'imagine un saut sur le chemin dans le couloir du CHU, des panneaux de circulation qui seraient trop bas, un poteau en plein milieu de chemin, etc. Si la personne souhaite s'asseoir, guidez simplement sa main vers le dos du siège. Une fois que la personne connaît la position du siège, la personne peut tout à fait s'asseoir toute seule. Dans le même esprit, si la personne va prendre l'escalier, vous guidez seulement sa main sur la rampe. Ensuite, en situation de réunion, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent dans des administrations, optez bien pour la rédaction de comptes rendus et de supports pour pouvoir avoir une trace écrite qui d'ailleurs facilitera la vie également du collectif en anticipant et en transmettant si possible le support à l'avance. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que bien sûr, vous disposerez du support d'aujourd'hui. On ne voulait pas spoiler les questions et les quiz, donc c'est pourquoi on ne vous l'a pas remis en amont, mais toutefois, vous aurez bien l'ensemble des ressources à l'issue de ce webinaire.
renseigner également aux personnes quand vous arrivez dans une réunion, tout simplement les affichages qui peuvent être pas forcément toujours disponibles pour les personnes, que ce soit le nom de la salle de réunion, ce qui est inscrit sur le vidéoprojecteur, etc., etc. Dans une réunion, pareil, veiller à ce que chacun se présente au début de la réunion, mais aussi se présente à chaque fois qu'il répète son nom à chaque fois qu'il prend la parole. Absolument. Ensuite, inutile de bannir dans votre vocabulaire quotidien tous les mots relatifs à la vision, pas de gêne par rapport à ça, hein. Vous avez toujours le droit de dire que vous allez voir un film, que vous avez vu la machine à café, etc. Pas de gêne, soyez simplement le plus naturel possible. Si la personne a un chien guide, il faut considérer que ce chien est en train de travailler, donc il ne faut pas essayer de le divertir, le caresser, etc. Il faut le laisser concentrer sur sa tâche. Et aussi, mettez-vous à l'opposé du chien si vous adressez à cette personne. Voilà, et si vous devez quitter précipitamment une pièce, par exemple, en cas d'évacuation, proposez votre aide à ce moment-là. Et de manière générale, permettez à la personne aussi de prendre son temps, par exemple, prendre son temps de prendre connaissance d'un document, prendre connaissance d'un lieu. Voilà, laissez-lui le temps aussi de s'acclimater à un nouvel environnement, à des nouvelles informations. Voilà, pour quelques conseils en termes de posture, je pense que de manière générale, on pourrait y résumer en disant que la malvoyance ne se voit pas toujours. On a eu l'exemple avec Fatoumata qui a compensé par elle-même pendant des années. Donc, je pense qu'un des maîtres mots, en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être attentif à vos collègues, à vos pairs. Et ensuite, demander à la personne ce qu'elle ressent ou ce qu'elle voit dans son champ de vision et lui laisser l'opportunité d'exprimer ses besoins, que ce soit en termes d'accès à l'information, de communication. Est-ce que la personne préfère un échange oral par téléphone, une trace écrite par mail, etc. Qu'elle exprime ses besoins également en termes de déplacement et en termes de limite de la fatigue. Est-ce qu'il faut aménager le temps de travail? Est-ce qu'il faut revoir l'éclairage, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de posture. Nadège, Fatoumata, est-ce que vous auriez quelques petits conseils à donner en plus? Juste pour répondre à la question d'une personne sur le chat par rapport à comment saluer une personne, comment dire bonjour à quelqu'un qu'on rencontre, une personne malvoyante, un collègue. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est simplement de se nommer de qui je suis. Bonjour, c'est Nadège. Voilà, simplement ça. Après, évidemment, les collègues rencontrés régulièrement, probablement la personne, elle va les reconnaître à leur voix, à leur pas, à leur démarche, voilà, tout plein de façons différentes. La question était aussi, est-ce qu'on doit toucher la main de la personne? Ça, c'est vraiment plutôt à questionner avec elle ce qu'elle préfère comme façon de communiquer ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment prioritaire et primordial de trouver des stratégies spécifiques avec chacun, chacune, plus ou moins faciles si on côtoie souvent la personne, évidemment, mais voilà, principalement, c'est ça. Après, on abordera plein d'autres choses sur les diapos suivantes. Et dans la communication, hein, je complète et je salue Bruno Gendron qui nous indique dans le chat qu'en effet, dans la communication, on n'est pas obligé de parler fort à une personne déficiente visuelle. Voilà, c'est utile de le préciser, je pense. Ça, c'est vrai. Je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à ça. Effectivement, quand on est personne malvoyante, il faut rester naturel avec la personne. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on sente qu'il y a une différence qui est marquée, en fait. Effectivement, décliner son identité, et voilà, s'annoncer. Et ensuite, effectivement, proposer si la personne a besoin d'aide ou pas. Effectivement, la laisser libre maître, en fait, de son autonomie, en fait. Parce que si vous lui tenez, elle a l'impression que vous lui arrachez encore l'autonomie. Donc, elle peut avoir des réactions un peu brusques, pas adaptées. Si vous laissez cette autonomie-là, elle a l'impression qu'elle est en train de s'autonomiser, qu'elle l'est, et que c'est elle qui décide, c'est elle qui a en main. Ça la revalorise, en fait. Elle se sent bien. On ne fait pas à sa place. Vous voyez? Donc, c'est vrai que moi, j'ai développé pour moi, de ma part, je le dis personnellement, au niveau de mes mains, pas mal de sensibilité. Au niveau de mes pieds, quand je marche, j'ai pour habitude d'utiliser mes pieds.
je ressens beaucoup de choses au niveau des escaliers, des marches, des trous, au niveau de l'audition, au niveau du senti. En fait, j'ai développé d'autres sens qui sont venus compléter le peu de vision afin de pouvoir stabiliser le peu de vision qui me reste, qui ne se dégrade pas. Donc, effectivement, tout ce qui est lumière, tout ce qui est, voilà, demander à la personne, par exemple, les bus. Quand un bus arrive, si c'est mon lieu habituel de travail, de chez moi au travail, j'ai pris l'habitude, on a pris un repérage avant, on m'a tout montré. Mais quand je vais dans un autre endroit où je ne connais pas, je suis en difficulté, automatiquement. Donc, il va falloir que je prenne en moi, soit d'aller vers les gens, parce que ce jour-là, je n'ai peut-être pas ma canne blanche, parce que les gens ne viendront pas naturellement vers vous, parce qu'ils vous voient marcher. Donc, c'est souvent moi qui vais vers, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire le numéro du bus et où il va, parce que je ne peux pas lire. En fait, le temps que je lis, le bus, il est passé. C'est pareil pour les trains, c'est pareil pour les trams, tous les moyens de locomotion. Mais quand on est dans un périmètre dans lequel on est bien, on a nos repères et tout. Mais quand on est dans un périmètre où ce n'est pas la norme, il faut aussi demander de l'aide. Si difficile que ce soit l'handicap, moi aujourd'hui, j'arrive à voyager, à prendre le train, l'avion, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'ai loupé des avions parce que je n'ai pas osé demander aux gens de lire en haut. Et je ne vois pas. Et c'est placé de telle sorte que en haut, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le lire. Et ça, avec des couleurs, avec des contrastes, et c'est écrit petit. Donc, grâce aussi au CHU, grâce à cette reconnaissance, moi, j'ai pu bénéficier de tout ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, quand je rencontre des personnes malvoyantes ou toute forme d'handicap, j'ai cette sensibilité naturelle qui va vers la personne, mais qui laisse la personne s'accrocher plutôt. Et de s'exprimer comme bon lui semble et d'apporter une oreille, une écoute et lui donner aussi des conseils si je puisse. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Merci infiniment pour toutes ces précisions et tout ce vécu. Ça nous donne l'occasion de passer à la partie compensation, en effet, pour pouvoir mieux s'adapter à son environnement. En effet, juste une toute petite slide en introduction pour nous dire, en effet, depuis notamment la loi de 2005 qui redéfinit le handicap, on prend bien en compte la notion d'environnement. Et on va repenser, c'est aussi le mot guide de la notion d'inclusion, où on va certes apporter un aménagement à la personne, mais on va également, c'est ce que commençait à dire Nadège tout à l'heure, inclure à la fois le collectif de travail et repenser l'environnement de travail dans lequel évolue la personne. C'est la petite image que vous voyez à droite de votre écran, où on a finalement fait tomber les barrières et placé un filet pour que chacun puisse bénéficier, on va dire, du même confort de travail, enfin là en l'occurrence de vision du match qui est en train de se dérouler. Et je pense que c'est une notion vraiment clé que de s'attacher à l'environnement de travail. Mais Nadège va nous en dire plus sur toutes les manières de compenser le handicap visuel. Et tout d'abord, je vous laisse la main, Nadège. L'occasion de vous présenter, parce qu'effectivement, au tout début, on vous a présenté brièvement, mais est-ce que vous pouvez apporter un peu des compléments à cette présentation? Très rapidement, donc moi je suis ergothérapeute, ça fait une vingtaine d'années que je travaille auprès du public déficient visuel. J'ai d'abord, je me suis un peu spécialisée en suivant la formation de rééducateur en activité de la vie journalière, qui est un professionnel de la basse vision spécifiquement. Et ensuite, j'ai complété par des études d'ergonome. Donc depuis une dizaine d'années, je travaille dans le cadre de partenariat avec la GFIP, le FIP et autres, directement des employeurs, des médecins du travail, pour tout ce qui va être aménagement des postes de travail. Donc voilà, c'est principalement mon activité aujourd'hui. Je coordonne l'équipe qui est composée chez nous d'une orthoptiste spécialisée en basse vision, d'un instructeur de locomotion, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, un professionnel qui s'occupe des déplacements, d'un informaticien spécialisé et puis d'un formateur en informatique également, et ponctuellement un conseiller en insertion. Voilà, donc c'est notre petite équipe qui va accompagner les situations de travail, que ce soit, quelles que soient les activités. Hein. Alors, on parle souvent du tertiaire, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça, évidemment. Hein. Ça peut aller autour des espaces verts, d'un artisan. Voilà, c'est très, très large. Voilà ce que je peux dire à peu près. Super. Hop.
Alors, on va pouvoir lancer la suite de ce chapitre compensation en vous remobilisant une deuxième fois à travers deux petites questions qui vont encore une fois nous permettre de parler de quelques représentations qu'on peut avoir de la compensation du handicap visuel. Avec une première question. Selon vous, pour aménager un poste de travail, installer un écran plus grand est essentiel? On voit vos réponses qui commencent à apparaître. On vous laisse apparaître. quelques secondes pour répondre. Normalement, la question vient de s'afficher dans l'onglet sondage. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas l'onglet sondage, alors pour l'instant, c'est très mitigé. Nadège, nous avons 2/3 de personnes qui nous disent que ce serait faux. C'est pas essentiel d'avoir un plus grand écran et ça se rééquilibre. 40% des réponses qui nous disent que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications? Alors, il n'y a pas de. La réponse principale, c'est que il faut s'attarder aux besoins de la personne. C'est-à-dire que une personne, selon ses capacités visuelles, peut avoir besoin d'un grand écran. Et ça va lui être d'une grande aide. Fatma pourra nous en parler, je pense. Mais par contre, de mettre systématiquement un grand écran pour toute personne qui est malvoyante, qui voit mal, c'est un écueil, voilà, parce que dans la capacité visuelle, il y a également les capacités optomotrices, c'est-à-dire les capacités à bouger ses yeux, sa tête de façon coordonnée. Et du coup, si je mets un très grand écran, je vais avoir besoin de beaucoup balayer pour regarder de droite à gauche mon écran. Et peut-être que ça va être justement une source de fatigue majeure. Ça va majorer ma fatigue visuelle sur cet écran. Pour d'autres personnes, par exemple des personnes qui ont une atteinte de la vision périphérique, donc qui voient à travers un tube, donc qui voient qu'une toute petite partie de l'écran finalement. Si on met un grand écran, elles vont devoir chercher partout l'information, perdre leur souris, etc. Donc peut-être qu'il va falloir au contraire réduire la taille de l'écran pour ces personnes-là. Voilà, donc ça va être vraiment particulier selon chaque situation, d'où l'importance, on va y revenir tout à l'heure, de l'évaluation des capacités, puisque ce n'est qu'à partir de là que, voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes que moi j'ai pu rencontrer qui ont l'impression elles-mêmes d'être plus adaptées quand elles ont 2 écrans ou un grand écran. Et au final, après les évaluations avec l'orthoptiste, après des mises en situation, elles se rendent compte qu'elles sont beaucoup mieux avec un écran plus petit. Donc même les personnes elles-mêmes, parfois, si elles n'ont pas eu la chance d'être accompagnées et de tester du matériel, eh bien elles vont pas toujours être précises par rapport aux besoins qui sont les plus propres pour elles. Mais je crois, Fatma, que par rapport à cette question-là, vous avez une autre expérience et que vous avez besoin justement d'un grand écran, ça vous a plutôt aidé. Effectivement, chaque situation, chaque cas étant unique et différent de la malvoyance. Et effectivement, il faut adapter en fonction des besoins de chacun. Et quand on ne connaît pas les outils dont on peut avoir besoin, on peut dire j'ai besoin de ça. Ici, en fait, au final, on a peut-être besoin d'un seul ou 2 écrans. Mais moi, dans mon cas spécifique, ayant un albinisme oculaire, ayant un nixtamus, ayant un kératocone, donc j'ai des problèmes effectivement d'accommodation. J'ai la chance de ne pas avoir une position de blocage. Donc, je peux bouger la tête et tout. C'est vrai que plus je veux fixer, parce que j'ai un problème de fixation, aussi lié au problème de lumière, aussi lié aussi au problème de fatigue, aussi lié aussi à une acuité visuelle qui est tellement basse, pour ne pas dire inexistante, moins de 2/10. Donc, ce qui rend encore plus compliqué. Et pour moi, il a nécessité effectivement un grand écran. Je vous avoue, ma vie, elle a changé. Parce qu'avant, effectivement, quand je lisais, je mettais comme ça, dans les yeux pour pouvoir lire. Donc, le temps de déchiffrer, le temps de découvrir, j'en avais au moins pour la journée, pour ne pas dire. Donc, j'ai eu vraiment la basse vision qui m'accompagnait par le biais de maintien de l'emploi au niveau du CHU. Et ils m'ont fait tester pas mal de matériel adapté aux basses visions. Et donc, j'ai eu un grand écran avec un clavier adapté. Voilà. Et aussi avec aussi un vidéo agrandisseur à côté, où j'ai dû aussi apprendre par rapport au nixtamus, puisque j'ai les yeux qui bougent, qui ne peuvent pas se fixer, en plus de la basse vision, en plus de d'autres éléments qui se sont rajoutés sur le problème visuel. Ça rend compliqué la gestion, en fait, des outils me concernant. Donc, je dirais qu'il faut évaluer au cas par cas et laisser la personne aussi le temps, parce qu'il faut que ça chemine, il faut que ça travaille aussi. Voilà.
Bien sûr. Vous voulez voir aussi, parce que du coup, comme je ne suis pas dans mon bureau, puisque mon bureau n'est pas doté d'une caméra, ce qui est dommage. Voilà, donc mon cadre a dû aménager son outil portable avec caméra, ce qui me permet d'être dans son bureau, que vous constatez. Sinon, moi, dans mon bureau, j'ai mon environnement de travail qui a été équipé, réfléchi, pensé, adapté, et je vous avoue, le confort visuel y est. Et je suis fier de m'asseoir maintenant comme ça à distance et de pouvoir lire, de pouvoir taper, de pouvoir écrire, ce qui n'était pas possible dans le passé. Super. Mais Fatoumata, on aura peut-être l'occasion tout à l'heure, du coup, d'aller visiter votre bureau, peut-être dans quelques minutes en tout cas. Juste avant de faire cette petite visite, une deuxième question, parce que là, on a parlé d'aménagement technique. Une deuxième question pour vous. Dans l'onglet sondage qui s'affiche, la compensation du handicap visuel passe surtout par des aménagements techniques, selon vous? On a commencé à en parler un petit peu. Et là, je laisserai également Nadège ensuite enchaîner sur les différentes... le processus, on va dire, que vous mettez en œuvre et les différentes formes de compensation que vous mettez en place. Alors, étonnamment, c'est très contrasté, Nadège. Je ne sais pas si vous avez accès aux résultats du sondage, mais on est à 40% vrai. Ah, même ça se renverse. Quasiment 50-50 maintenant de vrai et faux. Qu'en est-il? Alors moi, je partage pas forcément cette idée. Enfin, effectivement, de temps en temps, régulièrement, il peut y avoir besoin d'aménagement technique. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on entend par aménagement technique. Est-ce que c'est informatique? Est-ce que c'est optique, environnemental, etc. Mais pour moi, ça fait partie, c'est un maillon de l'aménagement d'un poste de travail, mais ça ne peut pas être le seul. Malheureusement, souvent, on peut voir, effectivement, j'ai mis un clavier plus grand, un écran plus grand, etc. Et du coup, ça devrait se résoudre. Pour moi, l'aménagement d'un poste de travail doit aborder plusieurs choses et, dans un premier temps, doit prendre en compte d'évaluer les besoins. Voilà, donc ça, c'est vraiment la priorité. Comprendre la problématique, évaluer les besoins. Comme on l'a dit tout à l'heure déjà, hein, la personne, elle a une déficience visuelle, elle a une problématique visuelle. Et même si une autre personne a cette même problématique, la difficulté va pas être la même puisque le vécu, l'éducation, etc. n'a pas été le même. Le moment auquel est arrivé le handicap peut être variable dans l'âge, dans la brutalité de l'apparition de la problématique. Je voulais revenir, moi, avec cette diapo-là, sur l'idée de différencier justement la déficience visuelle du handicap visuel. C'est-à-dire que je peux avoir une déficience, je vais éventuellement avoir une difficulté à réaliser une tâche, plus ou moins compensée, comme l'a dit Fatouma hein, tout à l'heure, en m'appuyant sur mon audition, en développant peut-être des habiletés manuelles, etc. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Mais je vais avoir une difficulté dans un environnement particulier. Et selon l'environnement, je ne vais pas rencontrer le même problème. Donc effectivement, parfois, pour dépasser cette problématique-là, il va falloir adapter. Mais aussi beaucoup, et c'est pour moi la deuxième grosse partie, sensibiliser, on l'a vu tout à l'heure. À partir du moment où je ne comprends pas le vécu de la personne, où je ne comprends pas son problème, je risque de faire des interprétations et du coup de ne pas adapter correctement les choses. Donc un exemple tout simple, hein, une personne malvoyante devait accéder à son planning derrière, donc sur une zone d'affichage du personnel. Ils venaient juste de refaire toute cette zone-là, donc avec un panneau d'affichage vitré en hauteur, avec un éclairage tout neuf, etc. Sauf que la personne malvoyante, en fait, son planning à elle était affiché beaucoup trop, donc elle était obligée de monter sur une chaise de bar pour pouvoir y accéder, se rapprocher, comme disait Fatouma, de se rapprocher pour être plus à l'aise par rapport à la taille des caractères qui étaient indiqués. Et en plus, il y avait l'éclairage qui se reflétait dans cette vitre, hein, donc c'était inaccessible. Donc ça voulait dire qu'elle n'était pas autonome pour accéder à son planning. En modifiant juste l'environnement, c'est-à-dire ce planning en le soit envoyant par mail, soit en modifiant l'affichage, que ce soit pas derrière une baie vitrée, que ce soit en caractère plus agrandi, etc. Elle n'était plus du tout en situation de handicap. Et pourtant, elle avait les mêmes
problématique visuelle. Le planning peut être quasiment le même, mais juste en modifiant l'environnement, en modifiant éventuellement la présentation du document, ou est-ce qu'elle pouvait avoir accès à ce document-là, eh bien, elle n'était plus en situation de handicap. Donc, c'est pas forcément tout le temps des aménagements techniques. Ils sont là, ils sont majeurs, ils sont aidants, mais ils font partie d'un tout, et notamment d'une bonne compréhension de chaque situation de problème pour trouver des solutions. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est également que la personne va pas mal, dans un premier temps, compenser par elle-même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a vraiment toute une phase à prendre en compte. Hein. C'est que selon si le handicap est arrivé dans l'enfance, c'est aggravé avec le temps, ou est arrivé brutalement ou progressivement à un autre moment donné de la vie, hein, il y a forcément une réorganisation, une construction, une réorganisation à la fois sensorielle, corporelle, cognitive qui va se mettre en place. Donc, soit la personne, elle arrive à trouver les ressources par elle-même et on est tous différents et on ne sait pas comment on réagirait demain face à un problème de santé. Donc, soit elle arrive à trouver par elle-même des stratégies particulières, voilà, à développer peut-être son toucher, à organiser son espace un peu différemment, à utiliser son audition davantage, à penser à retenir des choses. Il y a beaucoup de personnes malvoyantes qui vont énormément solliciter leur mémoire, par exemple. Donc tout ça, ça va se faire de soi-même, ou alors il y a besoin à un moment donné de passer par une étape de rééducation. Donc soit que la personne, elle va trouver, si c'est arrivé dans l'enfance, dans sa scolarité, si elle a eu la chance d'être accompagnée dans une scolarité adaptée, ou après par des professionnels en rééducation basse vision. Donc soit développer des stratégies visuelles spécifiques. On parlait tout à l'heure d'un nystagmus, par exemple, ou d'une atteinte centrale. Eh bien, avec la rééducation orthoptique, la personne va pouvoir développer ses capacités visuelles pour qu'elles soient plus optimum dans certaines conditions. Voilà. Tout pareil, les aptitudes gestuelles, la compensation par le toucher, c'est pas forcément quelque chose qui est si spontané. Parfois, oui, et parfois, il va falloir l'accompagner. Par exemple, pour monter un escalier, j'ai rencontré la semaine dernière une personne qui me disait être vraiment, voilà, ça c'était quelque chose qui était compliqué pour elle parce qu'elle se concentrait visuellement sur chaque marche pour voilà, être en sécurité, etc. Et en fait, en échangeant avec elle, elle s'est rendue compte qu'en tenant la rampe, donc en compensant par le toucher, en étant attentif à ce qui se passait autour de ses pieds, eh bien, elle pouvait lâcher sa vision à un moment donné et du coup être moins fatiguée. Donc, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire à la personne, mais ça fait partie effectivement d'une phase de rééducation, souvent. En tout cas, c'est aidant. La rééducation, elle est aidante parce que la personne, elle prend conscience de comment elle fonctionne, de ce qu'elle a déjà mis en place et du coup, elle va pouvoir le retransposer dans une autre situation, problème qu'elle rencontre. Voilà. Donc ça va être tout ce qui est compensation, des stratégies que la personne va développer par elle-même. Ok. Alors maintenant, les préconisations que vous pouvez faire, et là, ça va être l'occasion également d'aller visiter le bureau de Fatoumata pour pouvoir voir aussi quelles aides techniques elle nous a mentionnées, mais quelles aides elle a pu bénéficier. Peut-être, Nadège, vous pouvez commencer par nous décrire ce petit schéma. Voilà, en attendant du coup la visite du bureau de Fatouma, les préconisations, vous voyez, on parlait d'aménagement technique, un grand écran, etc. Là, on va les retrouver dans le petit onglet adaptation technique. Ça fait qu'une partie de cette diapo. On va aborder dans les diapos suivantes un petit peu plus en mettant le focus sur chacun de ces onglets-là les adaptations. Elles vont être effectivement technique, optique, informatique, on va le voir là tout de suite, mais aussi environnementale, notamment autour de l'agencement du bureau, mais aussi de la luminosité. Également organisationnelle, on en reparlera tout à l'heure sur la répartition des tâches dans une journée, etc. Et comme je le disais tout de suite, un onglet tout accompagnement, c'est-à-dire toute la phase de rééducation-réadaptation qui peut être minime, une rééducation orthoptique chez une personne libérale, chez un praticien libéral, mais qui peut être plus globale et complexe dans un centre de rééducation fonctionnelle spécialisé. La formation continue, on l'abordera tout à l'heure, est quelque chose d'indispensable, tout comme la sensibilisation, j'y reviendrai également tout à l'heure. Les aides humaines ne sont pas négligées aussi, on en dira un mot tout à l'heure. Mais je laisse la parole maintenant à Fatouma pour qu'elle nous présente peut-être son poste de travail. Super pour cette démo. On vous laisse la parole, Fatoumata.
Effectivement, vous êtes ici dans mon bureau qui a été pensé et aménagé du moment où j'ai brisé les verrous, qui a été vraiment porté comme projet en équipe déjà, parce que la cadre que j'avais à l'époque est cadre kiné ergo, donc ça avait été réfléchi. Et ensuite, on a fait appel aussi à l'équipe de Basse Vision, par le biais aussi de la cellule maintien de l'emploi du CHU, qui ont habilité aussi à le faire, qui sont venus pour évaluer aussi les besoins. Et tout ça a été porté au Cap Emploi GRP pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, là, vous voyez, j'ai un écran bien adapté dans lequel j'ai une souris aussi qui est adaptée, que je peux bouger, que mes yeux, le fait que j'ai un nixtamus, moi, j'ai la direction de cette souris parce qu'elle a été adaptée à ma vue. Donc, je peux la suivre. Alors qu'avant, qu'elle ne soit adaptée, je ne pouvais pas suivre le mouvement de la souris, puisque mes yeux vont plus vite que le mouvement de la souris, donc je ne la suivais pas. Et là, j'arrive à m'asseoir dans un siège assez confortable aussi par rapport aux douleurs que je peux avoir, par rapport à la fatigue. Voilà. Et je suis bien assise et j'arrive à lire ce qui est devant moi, sans besoin d'aller comme ça, comme ce que je faisais auparavant. Avant, j'étais comme ça. Le temps de lire, je baissais la tête comme ça, le temps de… Voilà. Le jour d'aujourd'hui, je suis assise comme ça. Je peux la grossir comme je veux. Je peux changer les couleurs comme je veux, selon ma fatigue. Et j'ai aussi un clavier qui est aussi adapté, qui n'est pas un clavier comme les autres, avec des gros caractères, avec une couleur spécifique qui puisse me permettre de reposer, d'avoir un confort et un éclairage pas trop éblouissant. Voilà. Et donc là, j'ai à côté juste le vidéo agrandisseur sur lequel je peux lire. Il est mobile, on le bouge, on adapte les couleurs selon la fatigue. Voilà. Donc, je peux mettre la couleur verte, mais voilà, la couleur que je veux, la couleur normale. Voilà. Et je peux la bouger selon ce que je veux obtenir. Voilà. Je la bouge. Voilà. Je peux lire, vous voyez, le confort de lire, rester en ligne. C'est un plaisir de voir comme les autres, en fait. Ça, ce n'était pas possible avant. Et j'ai cette loupe aussi qui me permet d'aller dans les unités, cette lampe-là électronique. Comme ça, quand j'arrive dans les unités, je la mets en haut, j'arrive à lire les transmissions, les panneaux, tout ce qui peut m'embêter, qui était source d'handicap. Et j'arrive aussi à lire les transmissions sur les boîtes, tout ce qu'il faut avec ça. Donc, tout a été vraiment pensé, adapté. Et aussi mes lunettes aussi qui ont été pensées, adaptées. J'ai 2 types de lunettes, comme vous pouvez les voir, adaptées par l'équipe de Basse Vision et accompagnées par le CHU de Bordeaux. Donc, j'ai une que je mets tous les jours et j'ai une que je mets pour voir les écrans, pour pouvoir travailler le confort, c'est-à-dire la luminosité, tout est étudié, de jour comme de nuit. Quand je la porte, c'est comme si je vois comme vous. Voilà. Ça ne change pas grand-chose à part que vous me voyez avec des lunettes, mais c'est des lunettes qui sont adaptées. Donc, voilà à peu près. Voilà. Et au niveau du store, vous voyez bien dans le store, j'ai un store aussi qui est adapté pour la lumière, pour tamiser la lumière et vraiment apaiser et rendre mon travail professionnel le plus confortable possible. Et dans les couloirs de l'hôpital aussi, j'ai aucun problème, je me déplace. Tout a été pensé, adapté, tout ce qui peut être point de chute, point de repère, comme elle disait tout à l'heure. Mais on développe le toucher, on développe aussi les pieds, on développe aussi des capacités, des potentiels qu'on a en nous, en fait, qu'on n'a jamais réveillés. On le découvre du fait que on met en veille l'œil, le peu de capacité, et on se rend compte qu'on est efficient aussi que quelqu'un de voyant. Voilà ce que j'ai pu vraiment obtenir. Et ma vie, elle a vraiment changé. Ma vie, elle est transformée. Je ne rentre plus avec des céphalées. Je ne rentre plus avec le découragement. Je ne rentre plus avec les larmes aux yeux. Je ne rentre plus avec je vais abandonner. Je ne sers à rien. Non. J'ai retrouvé de la valeur. J'ai retrouvé l'amour de mon métier. J'ai retrouvé aussi des professionnels adaptés, qualifiés pour m'accompagner. Et aujourd'hui, si vous voulez, on échange constructif et positif. Ce n'est pas il faut cacher, c'est plutôt il faut sensibiliser les gens qui ne savent pas, l'ignorance des gens. Et puis voilà, accompagner les gens tous les jours le mieux possible. Voilà ce que je peux dire concernant le matériel dont j'ai bénéficié. Si ça peut servir à quelqu'un, chaque situation étant unique et différente. Merci Fatoumata, votre témoignage est vraiment très très inspirant. Hein. Il y a beaucoup de bravo et de remerciements sur le chat. Peut-être que Nadège va pouvoir compléter sur certains aménagements techniques qu'on peut mettre en place et puis d'autres formes d'aménagement. Je vous laisse poursuivre.
Oui, donc on va passer à la diapo d'après, voilà. Donc pour faire un petit focus sur les compensations techniques, donc en fait avec ce qu'on a vu avec Fatoumata, elle nous a donné déjà plein d'exemples. Déjà, on peut rappeler que les aménagements sont forcément ajustés à la personne, aux capacités de la personne visuelle, mais aussi plus globales, parce qu'effectivement, pour utiliser ces outils-là, il faut quand même aussi avoir des capacités émotives, des capacités d'organisation, tactile, etc. Il faut que ces aménagements soient absolument pensés avec elle. On ne peut pas les décider à sa place. Elles vont devoir être testées. Elles vont être aussi choisies en fonction des activités précises de travail et de l'environnement de travail. C'est vraiment une co-construction qui doit se faire avec la personne, les professionnels qui connaissent le matériel et l'employeur. Voilà. L'idée aussi qu'il faut retenir, c'est que des aides techniques que la personne pourrait avoir éventuellement acquises à titre personnel pour sa vie quotidienne ne vont pas forcément être à copier-coller pour l'activité de travail professionnelle, puisque l'activité n'est pas la même, le rendement demandé n'est pas le même. Voilà, je pense par exemple à une personne qui fait de la comptabilité, qui chez elle a une petite vidéo loop comme Fatoumata nous a montré, une petite vidéo loop pour lire ses courriers. Eh bien, dans son activité professionnelle de comptable, ça va pas du tout fonctionner parce que ça va lui demander énormément de gestes, de changements visuels. C'est-à-dire, je rapproche mon courrier, je regarde avec la vidéo loop, etc. Donc, ça ne va pas convenir. Donc là, peut-être, il faudra passer par, comme on l'a vu tout de suite, avec un vidéo agrandisseur qui peut être couplé ou non. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire les aides techniques sur le plan professionnel vont être adaptées à l'activité de travail, à la personne et à l'environnement de travail. Donc, il peut y avoir en premier lieu des équipements optiques qui peuvent être dédiés au travail. Donc là, je pense souvent à des personnes qui ont, par exemple, des verres progressifs, puisque effectivement, les personnes aveugles peuvent aussi avoir l'apparition de la presbytie comme n'importe qui avec l'âge. Et du coup, une paire de lunettes progressives, pour quelqu'un qui a plutôt vision intermédiaire, vision de loin, donc ça au quotidien, qui va travailler tous les jours devant son écran, va plutôt avoir besoin là d'une paire de lunettes en vision progressive, mais vision de près, vision intermédiaire. Et donc peut-être qu'on va être amené, éventuellement, l'orthoptiste va peut-être être amené à préconiser une paire de lunettes dédiées au travail. Et comme le disait également Fatoumata, pour des personnes qui ont beaucoup de documents papier à traiter sur un poste de travail toujours tertiaire, l'installation est primordiale. Donc l'installation, ça concerne l'assise, mais ça concerne aussi la distance à son écran. On peut utiliser des pupitres, des porte-documents qui vont permettre de positionner le document au bon endroit pour la personne et de façon plus accessible. Les loupes à main, il y en a énormément, loupes à main, loupes éclairantes ou non éclairantes de différents grossissements, des loupes électroniques, il y en a aussi beaucoup sur le marché, on peut très vite s'y perdre dans toutes ces aides techniques-là. L'idée vraiment, c'est qu'est-ce que j'ai à faire, quelles sont mes capacités, je vais faire des essais chez des opticiens spécialisés avec des professionnels et je vais choisir l'aide technique qui va être le plus à même à m'aider. Ensuite, toute la deuxième partie, ça va être effectivement l'accès à l'écran informatique, on va dire. Alors, effectivement, pour un poste tertiaire, mais là, on le voit bien, pour un poste, quel qu'il soit, maintenant, on utilise l'informatique à un moment donné, probablement dans son activité de travail. Donc, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs possibilités, plusieurs étapes. La première des choses, ça va être déjà de vérifier si les paramètres de Windows, les paramètres d'ergonomie de Windows, on va retrouver les mêmes sur macOS, vont être suffisants. Parce que parfois, enfin maintenant, notamment avec l'évolution technologique, on peut adapter peut-être déjà avec un grossissement, avec un support vocal, peut-être que ces paramétrages qui sont par défaut dans l'informatique peuvent être suffisants. Alors après, ne pas hésiter aussi de se rapprocher du service informatique interne, parce que souvent il y a des paramétrages qui sont bloqués. Mais si on peut les débloquer, du coup, ça permet à la personne d'adapter cet affichage-là.
Au-delà de cet équipement-là, si c'est pas suffisant, on va retrouver des logiciels de grossissement, donc des logiciels spécialisés qui vont permettre de grossir l'affichage, qui vont permettre aussi de modifier les couleurs, comme on voyait tout à l'heure là. Donc, habituellement, ce sont des caractères noirs sur un fond blanc, mais une personne qui est très photophobe va être gênée par ce fond blanc. Donc, on va parfois préférer travailler, par exemple, en contraste inversé, c'est-à-dire des caractères blancs sur fond noir. Ou alors, carrément, en modifiant les couleurs. Donc, le logiciel ZoomText, par exemple, va permettre toutes ces adaptations-là. Va permettre aussi de modifier le curseur de la souris, comme on le voyait tout à l'heure. Une personne, on voit bien, une personne qui a un champ visuel tubulaire très rétréci va pouvoir perdre souvent sa souris. Donc là, il y a des adaptations spécifiques dans ces logiciels qui vont permettre de retrouver facilement cette souris-là. Si c'est pas suffisant, on peut aller jusqu'à des revues d'écran. Donc, des revues d'écran, ça va être un logiciel spécifique qui va vocaliser ce qui se passe. Ce qui est affiché à l'écran, ça va passer par une synthèse vocale et ça va être vocalisé. Donc, là, ce qui est important, c'est de savoir qu'il est possible de faire un diagnostic informatique pour voir si ces revues d'écran-là sont compatibles ou non avec les logiciels métiers qui vont être utilisés, avec le logiciel patient à l'hôpital, avec un logiciel de compta pour un comptable, avec etc. Puisque il va falloir vérifier que ça soit compatible. Et peut-être même, on peut faire un script informatique pour rendre compatibles ces outils-là. Donc, tout ça, ça s'étudie sur place avec les partenaires voilà, des équipes, avec la personne. Pour les personnes, une personne malvoyante peut avoir besoin à un moment donné d'un support vocal. Parce que effectivement, tout le temps être concentré visuellement, s'il y a beaucoup d'informations à aller capter tout au long de la journée, il peut y avoir une fatigue qui va s'installer au fur et à mesure. Et du coup, le support vocal va permettre à un moment donné, pour certaines informations, de me soulager visuellement et plutôt de passer à l'écoute. Donc, le support vocal n'est pas que pour les personnes aveugles. Donc, les revues d'écran, on en a parlé. Après, pour des personnes qui n'ont pas du tout accès, effectivement, d'accès visuel, on va dire, peuvent avoir la nécessité de passer par le braille. Donc, soit avec une plage braille, soit avec un autre braille qui va permettre d'accéder à l'information informatique, de prendre des notes dans une réunion, etc., mais par la modalité plutôt tactile du braille, mais qui est souvent quand même reliée à un support vocal. Après, il y a tout plein d'autres choses, des dictaphones, voilà, des lecteurs, des étiqueteurs vocaux, des petites aides qui vont soulager les choses. J'ai balayé à peu près globalement sur les compensations techniques vraiment pures, voilà, techniques optiques, on va dire, dans un premier temps. On a des petites questions après Nadège sur le chat sur les fournisseurs, les marques, les références et tout ça. Peut-être qu'on va pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais peut-être inviter les participants qui nous écoutent à se rapprocher soit de Nadège si ça concerne les départements 44-85 ou soit se rapprocher de la PAS de votre département pour avoir toutes ces informations peut-être plus précises de diagnostic, etc., qui se fait vraiment, encore une fois, au cas par cas selon les besoins de la personne. Tout à fait. Ensuite, nous avons également des éléments d'environnement, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on n'est pas seulement sur des compensations techniques. Alors effectivement, voilà, l'accessibilité des informations est majeure, on l'a vu tout à l'heure, pour limiter la fatigue, apporter du confort et déjà juste rendre accessibles les informations. On va parler de l'accessibilité des documents déjà. Est-ce que les contrastes sont suffisants? La taille des caractères a été adaptée? Est-ce que la disposition des informations, le contenu des informations est lisible? Peut-être qu'il faut simplifier les messages, etc. Voilà. Donc, je dirais à la fois la première étape, c'est que la personne elle développe au maximum ses capacités par de la rééducation, par une prise de conscience de ses limites, etc. La deuxième étape, c'est effectivement d'aménager techniquement s'il y a des besoins d'aménagement technique. Mais sans oublier que si le document il est de taille accessible, de contraste accessible, peut-être que ça évitera à la personne d'utiliser une loupe électronique ou une loupe à main. Donc, il faut vraiment agir sur tous ces paramètres-là.
Juste me permettre de vous poser une question. Il y avait une question un peu plus tôt dans le chat qui nous demandait justement, puisque vous parliez des couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs à proscrire, notamment dans les diaporamas? On travaille beaucoup avec les diaporamas. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus? C'est pas tant des couleurs, c'est surtout le contraste en fait qui va être important. C'est vraiment majoritairement le contraste. Alors, il existe des petits outils téléchargeables sur Internet gratuitement. Je pense à Color Contrast, par exemple, qui va vous permettre vous-même d'évaluer si votre contraste, par exemple, l'écriture bleue, là, sur le fond blanc, est-ce qu'elle est suffisante ou pas. Donc, il y a des normes, en fait, à respecter. Ça, vous pouvez le faire vous-même en ligne. L'important, c'est le type de typologie, enfin, le type de caractère, l'espacement de l'information. La structuration d'un document, de l'information, et effectivement le contraste, donc d'avoir des écritures sur des fonds qui sont bien contrastés pour permettre une meilleure visibilité. Les documents numériques, c'est la même chose. Alors particulièrement un point de vigilance, on va dire, sur les documents PDF, parce que si les documents PDF de base sont souvent pas faits pour être lisibles par une synthèse vocale, par une revue d'écran. Donc, la revue d'écran va dire image. Elle va pas pouvoir lire l'intérieur de l'image, sauf si la personne, elle est formée et qu'elle sait utiliser, par exemple, un logiciel de reconnaissance de caractère. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place, mais parfois, très vite, ça peut être inaccessible. En termes d'accessibilité, ça va être aussi tout ce qui va être le cadre bâti. Fatoumata nous en a parlé tout à l'heure. Il y a des normes qui existent pour adapter les escaliers en termes de contraste, encore une fois, en termes de luminosité, en termes de signaler une porte transparente avec, voilà, il y a des normes qui existent que vous pouvez trouver très facilement sur le web maintenant, avec une obligation, normalement, pour tout établissement recevant du public d'aménager ces espaces. Après, il y a aussi beaucoup de bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui va être limité d'encombrement dans des cheminements, faire une signalétique accessible, ça, voilà, ça va être des choses à partir du retour de la personne, de ce qu'elle vit au quotidien, s'appuyer vraiment là-dessus pour essayer de comprendre où sont les problématiques dans l'accessibilité du cadre bâti dans les déplacements pour pouvoir réfléchir ensemble. En fait, encore une fois, c'est vraiment réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut aménager, quelles bonnes pratiques on peut mettre dans l'entreprise, dans la structure, dans la collectivité, pour que les encombrements, les cheminements soient moins encombrés. Pour finir, en termes de compensation environnementale, un point crucial, ça va être tout ce qui concerne l'éclairage. Énormément de personnes malvoyantes ont une sensibilité extrême à l'éclairage, donc dans un sens ou dans l'autre, ou voire les deux, c'est-à-dire une très grande photophobie, donc un très grand éblouissement, même si pour nous, bienvoyants, l'environnement n'a pas l'air surexposé, on n'a pas l'impression que c'est un éclairage énorme, pour autant, elle va vivre vraiment comme une agression visuelle, qui va l'empêcher d'utiliser sa vision. Donc l'éclairage est majeur. Parler d'éclairage général de la pièce, donc en étant attentif à l'éclairage naturel, en étant attentif à l'éclairage artificiel, et également de l'éclairage parfois indirect qui peut permettre de diffuser davantage la luminosité et d'être moins agressé par un plafonnier, par exemple. Voilà. On va essayer de gérer tout ce qui va être source d'éblouissement, donc par des stores, comme vous l'avez, Fatoumata, effectivement, par un éclairage indirect, par voilà, d'autres façons de faire. On peut agir sur beaucoup de choses en termes d'éclairage. À l'inverse, il y a des personnes, notamment les personnes qui ont une atteinte périphérique, vont avoir besoin, elles, de davantage d'éclairage parce que quand elles passent dans un couloir qui est un peu moins éclairé, hop, elles ont l'impression, en fait, on appelle ça d'être en état de cécité nocturne. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont plus la capacité de discerner les choses, même si c'est un peu éclairé, en fait, elles perçoivent plus rien du tout. Donc, il va falloir trouver des justes milieux entre tout ça, mais l'important, c'est déjà que la personne, effectivement, puisse exprimer ça, être dans un environnement confiant pour pouvoir en parler encore une fois et puis trouver l'ensemble des aménagements. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peut-être un dernier grand chapitre sur les compensations organisationnelles. Je vois que le temps tourne un petit peu, mais on va passer encore quelques minutes ensemble parce que ça me semble très important voilà, il n'y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, seulement les compensations techniques qui sont importantes, mais également, par exemple, des aménagements du temps de travail.
Effectivement, donc au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il y a des choses qui peuvent être vraiment discutées, mises en place dans des entreprises à partir du moment où il y a une bonne compréhension et une volonté humaine. Il y a beaucoup de choses encore qu'on peut faire. Alors d'abord, juste sur la droite de la diapo, vous voyez formation en informatique, ça c'est crucial. C'est-à-dire que on peut mettre un logiciel, on peut aménager des choses. Si la personne elle ne sait pas l'utiliser, ça va servir à rien et au contraire, ça va être pire parce que on va pouvoir lui dire, mais enfin, on t'a mis à disposition du matériel et ça ne fonctionne encore pas. Donc, la formation en informatique est cruciale, vraiment pour apprendre à utiliser l'informatique différemment, en utilisant des raccourcis clavier, en utilisant un paramétrage spécifique. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en étant moins visuel, on va dire, et beaucoup plus avec le clavier. Si je reste de ce côté-là, effectivement, il y a tout ce qui est la rééducation. On en a beaucoup parlé, rééducation notamment en locomotion pour soulager tout ce qui va être déplacement, apprendre à repérer ses trajets connus, son bus, voilà, pour éviter d'être arrivé au travail épuisé, pour éviter de rentrer chez soi à nouveau épuisé et même de risquer d'avoir un accident si on n'a pas toutes les compensations. On y reviendra tout à l'heure. Dans les aménagements organisationnels, il y a tout ce qui va être les aménagements des horaires. Effectivement, une personne peut être vraiment mise à mal dans ses transports, dans les transports trajets domicile-travail quand il fait sombre, notamment pour des personnes qui ont une atteinte périphérique. Et du coup, il y a des structures qui ont tout à fait aménagé les horaires en disant, l'hiver, les journées vont être un peu plus courtes, les journées de travail, et par contre, l'été, on va réajuster annuellement, faire des journées un peu plus longues, parce que ça permet justement de prendre en compte de ne pas rentrer chez soi ou de ne pas arriver au travail de nuit, puisque là, je suis vraiment en situation très handicapante. On peut aussi envisager avec la personne que dans le cours de sa journée, elle a plusieurs activités à faire, des activités qui vont être très sollicitantes visuellement, lire des comptes rendus, faire voilà, de la compta, rentrer des informations dans un logiciel patient, etc., et des informations et des tâches qui vont visuellement être plus light, on va dire, où ça demande, où je peux compenser différemment, je peux compenser par le toucher, etc. Donc l'intérêt, ça va être d'alterner ces activités-là dans la journée pour être moins fatigué. Tout ça, ça va se construire vraiment avec la personne. La circulation d'informations, c'est peut-être prendre l'habitude, je pense à une personne en particulier, où toute l'information lui arrivait au fil de la journée par des post-it qui lui étaient posés sur son bureau, écrits au crayon de papier. Évidemment, les post-it, une fois sur deux, elle les perdait, et donc ça la mettait vraiment à mal. L'idée a été de revoir l'organisation du travail pour que les informations lui arrivent par mail. Voilà, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aménager, beaucoup de choses qu'on peut penser. Un dernier petit mot sur la rééducation en orthoptie et un bilan orthoptique. Ça peut être accessible, un bilan orthoptique basse vision en libéral, si jamais vous n'avez pas de structure adaptée autour, sur prescription d'un médecin, tout simplement, pour pouvoir voilà, accompagner l'évaluation au moins, et à partir de ça, on peut s'appuyer pour faire des aménagements. Vous voyez aussi sur cette diapo un dernier mot sur la sensibilisation en entreprise. Je pourrais peut-être en dire un mot juste sur la diapo finale parce que c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour moi. Absolument. Peut-être un dernier mot. On avait une vidéo à vous présenter, mais on vous la laissera disponible. Vous pourrez la découvrir sur le support qu'on vous transmettra à l'issue de ce webinaire. Peut-être quelques derniers mots, Nadège, sur des conseils en termes de locomotion. Donc, je vous invite effectivement à aller voir cette vidéo parce que tout ce que vous a expliqué Emeline tout à l'heure sur les déplacements, comment guider une personne. Donc ça, c'est une vidéo qui montre la technique de guide voyant, qui est une technique corporelle qui permet justement d'être beaucoup plus aisée. Voilà, il faut un petit peu l'apprendre, c'est pas compliqué, mais ça soulage vraiment des déplacements pour aller à une réunion, sortir au restaurant, voilà, être guidé dans des lieux qui sont un peu moins connus de la personne. Au-delà de cette vidéo, les déplacements c'est un problème majeur dans l'adaptation d'un poste de travail d'une personne déficiente visuelle. Il ne faut pas le négliger. C'est aussi un énorme cheminement pour la personne parce que c'est une vraie perte, perte d'autonomie sociale, familiale, voilà, et un vrai risque de perdre son travail aussi si je ne peux plus m'y rendre. Les capacités de la personne malvoyante à se déplacer vont être très variables en fonction de la journée, puisque dépendantes des conditions lumineuses, météorologiques.
Il y a aussi peut-être un petit point à dire concernant la conduite automobile, puisqu'il y a des personnes qui deviennent malvoyantes, qui conduisaient jusqu'à présent, qui peuvent se rendre au travail en conduisant. Et puis, à un moment donné, cette question se pose. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être abordé avec le médecin du travail notamment. Il faut savoir que juste le permis de conduire ne peut pas être enlevé de n'importe quel moment. Il y a évidemment le secret médical qui joue sur cette question-là. Il n'est pas question d'alerter, enfin de dénoncer, on va dire, une personne malvoyante par rapport à cette capacité de conduite automobile. C'est seule la préfecture qui peut donner l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite automobile à partir d'un médecin, d'un avis d'un médecin ophtalmo expert agréé. Donc là, notre travail à nous, tous acteurs, ça va plutôt être d'échanger avec la personne et on a un devoir d'information sur les risques qu'elle encourt pour elle, pour les autres, et aussi sur des risques en lien avec son assurance, puisqu'à un moment donné, elle peut ne plus être, l'assurance risque de se retourner contre elle si elle ne l'a pas informée. Donc tout ça, c'est un sujet très sensible, qui est important, qui est à pas négliger, mais qui est aussi à guider dans le cheminement pour la personne. Un petit mot sur la locomotion. La locomotion, c'est une rééducation spécifique pour apprendre à la personne malvoyante et aveugle de se déplacer de façon sécuritaire, avec aisance, en apprenant à fonctionner différemment, en apprenant à s'appuyer sur son audition, en apprenant à prendre des repères dans son espace, soit en développant ses capacités de balayage visuel, simplement, pour certaines personnes malvoyantes, mais pas pour toutes. Il peut y avoir besoin à un moment donné d'accéder à une canne blanche ou une canne jaune pour les personnes malvoyantes qui le préfèrent parfois. Il y a un vrai apprentissage à faire de cette canne-là. C'est pas, ça nécessite un accompagnement. Une personne, ça peut être très perturbant pour l'entourage professionnel de voir une personne malvoyante arriver au travail avec une canne et puis ensuite lire un document sur son ordinateur ou se déplacer sans cet outil-là dans un lieu connu comme son lieu de travail, puisque pour le grand public, on va dire, la canne, c'est pour les personnes malvoyantes. Donc non, les personnes aveugles, je veux dire. Donc non, effectivement, une personne qui a été accompagnée va bien se connaître et va savoir l'utiliser au moment opportun. Voilà, le chien guide, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Le chien guide est attribué aux personnes qui en font la demande après vérification qu'elles en aient les aptitudes, c'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord savoir se déplacer seul de façon autonome, avec une canne si besoin, avant d'avoir un chien. Le chien, c'est un support, c'est un appui complémentaire, mais c'est pas lui qui va gérer le déplacement tout seul. Il faut que la personne soit en mesure de guider, quoi. Merci infiniment Nadège pour toutes ces précisions, toujours très, très précises et renseignées avec beaucoup d'exemples. Merci beaucoup. On avait notamment une question sur le chat et je passerai peut-être la parole à Emeline sur la mobilisation de toutes ces aides. Comment est-ce qu'on fait pour quels acteurs sont aussi à notre disposition? Emeline, si tu peux dire quelques mots. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ressort de ce chapitre compensation, on se dit c'est fabuleux, il y a vraiment plein d'aides, de compensations qui sont possibles, mais alors comment on peut les mobiliser, comment on les finance? Vous, en tant qu'employeur, bien sûr, vous pouvez solliciter le FIP qui a du coup tout un catalogue d'aides avec des prestataires tels que Nadège qui vont pouvoir être sollicités dans ce cadre-là. L'idée, c'est effectivement que à la sortie de ce webinaire, c'est pas que vous soyez des ergonomes, que vous soyez des spécialistes de la compensation. Il faut vous appuyer sur des acteurs ressources. Donc tous les acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer en externe, vous pouvez le retrouver dans le catalogue des acteurs locaux. Alors beaucoup en ont parlé à travers le chat, bien sûr, il y a les Cap Emploi, les Pôle Emploi, les missions locales qui peuvent renvoyer effectivement vers des prestataires d'appui spécifiques, mais vous allez avoir aussi d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés. Bien sûr, le médecin du travail reste une clé d'entrée essentielle. Ce qu'on peut vous dire de plus, c'est que le catalogue des aides du FIP
en général, requiert une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour être mobilisé, d'où le besoin de faire de la sensibilisation aussi pour inciter les personnes à se faire reconnaître, parce que sans cette reconnaissance, les personnes n'ont pas accès aux compensations. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie acteurs ressources. Alors désolé, on passe très brièvement, on aurait pu passer plus de temps sur la partie écosystème, mais ça demande à chaque fois beaucoup de temps, il est complexe, il est très riche. En gros, on préfère vous renvoyer vers le catalogue des acteurs locaux pour que vous puissiez vous approprier vous-même chaque dispositif, que vous puissiez vous renseigner aussi bien que vous le pouvez. N'hésitez pas également à nous poser des questions, à nous renvoyer ensuite un mail si vous souhaitez davantage de précision. Peut-être le petit mot de la fin, voilà, ce qu'il faut retenir selon vous, un bon conseil, une bonne astuce pour résumer notre intervention. Fatoumata, est-ce que vous aviez un message à faire passer pour conclure ce webinaire? Je voulais déjà remercier le CHU de Bordeaux, tous les acteurs de l'encadrement, tous les responsables, tous ceux qui sont en dignité, toutes ces autorités qui ont permis que je sois là aujourd'hui, tous ceux qui ont permis qu'aujourd'hui mon métier d'aide-soignant soit du plaisir et de l'épanouissement et de la liberté. Et si je voulais remercier aussi Madame Tekek, je voulais aussi remercier aussi vous tous qui m'avez accompagné aujourd'hui et tous ceux qui sont dans le chat, de près comme de loin, et puis leur dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un frein, c'est un atout. Être handicapé, moi je l'ai vécu maintenant comme un atout. Quand les barrières tombent, ça devient un atout, ça devient une force qui impacte, qui change la vie de tout un chacun, tant au niveau des acteurs sociaux, tant au niveau des professionnels. Tout le monde a sa partie à jouer, mais il y a un prix à payer, c'est d'ouvrir la boîte, de dire les choses. Ce prix, il est lourd, mais une fois qu'on l'a fait, on a payé ce prix. Après, on a une vie épanouie. On a les yeux remplis d'étoiles alors qu'on est censé ne pas voir. Mais moi, j'ai les yeux remplis d'étoiles aujourd'hui. J'ai les yeux qui brillent d'épanouissement, des yeux qui brillent de bienveillance, des yeux qui brillent de sensibilité. Donc, raison pour laquelle je serai toujours disponible pour apporter mon témoignage, un plus, afin que, au jour d'aujourd'hui, le monde entier sache que l'handicap des malvoyants, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt une victoire. Merci à tout un chacun. Merci. Et on remercie aussi beaucoup votre cadre de santé, Nicolas, qui a servi de plein d'aspects pendant ce webinaire, notamment caméraman, mais du coup, merci beaucoup pour votre aide lors de ce webinaire, de nous mettre à disposition, Fatoumata, votre outil. Nadège, est-ce que vous souhaitiez dire un petit mot de la fin avant qu'on conclue ce webinaire également? Rapidement, moi vraiment la priorité pour moi c'est effectivement de pouvoir sensibiliser, de se dire que c'est pas une personne qui a la réponse, c'est d'abord la personne malvoyante elle-même qui a beaucoup de réponses et c'est tout un tas d'acteurs autour d'elle, hein, que ce soit interne ou externe à la structure d'emploi. Donc c'est en étant en co-construction qu'on peut arriver à quelque chose de vraiment pérenne dans le temps, qui va limiter les arrêts maladie, qui va permettre justement d'être épanoui au travail, au sein de son collectif. Et puis effectivement, juste un tout petit dernier mot sur la sensibilisation, parce que ça me semble prioritaire et indispensable. Et souvent, on remarque que c'est peu demandé, peu sollicité par la personne elle-même, par la structure, par peur principale de stigmatiser, tout simplement, et par expérience, pour l'avoir vécu, ces moments où on fait un peu une parenthèse, où on se permet de prendre ce temps-là sur quelques heures pour pouvoir échanger sur qu'est-ce que c'est que de bien voir, qu'est-ce que c'est que de mal voir, et justement, comment ajuster sa posture en tant que professionnel, en tant que collègue, en tant que manager. Voilà, ça va permettre vraiment de pouvoir accompagner correctement et sur le long terme et en confiance la personne. Les sensibilisations, la priorité, c'est de faire vivre aux personnes bienvoyantes un tout petit moment de qu'est-ce que c'est que quand j'ai ma vue qui est perturbée. Parce que ça va vraiment par ce vécu corporel-là, faire comprendre cette notion de fatigue, de variabilité, d'importance de l'environnement, de l'importance de la communication. Voilà, donc ça c'est pour moi prioritaire s'il y avait quelque chose à retenir de tout ça.
Eh bien, en tout cas, on vous adresse à toutes les deux un très grand merci et chaleureusement, on a pris beaucoup de plaisir avec Emeline à vous accueillir aujourd'hui et à interagir pendant cette heure et demie, même un peu élargie. Emeline, est-ce que tu souhaitais peut-être, on va se retrouver bientôt, présenter les prochaines dates? Tout à fait. Alors, il s'agissait ici du deuxième épisode d'une série de 4 webinaires. Le premier étant sur le handicap auditif que vous pouvez retrouver en replay sur notre site internet que vous voyez affiché à l'écran. Donc, le replay et le support de ce webinaire seront également disponibles d'ici peu. On espère en fin de journée si nos flux internet le permettent. Les prochains rendez-vous donc sont dans 15 jours, jeudi 14 mai sur les maladies chroniques et 15 jours plus tard, le jeudi 28 mai, sur les troubles du spectre de l'autisme. Et effectivement, je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est toujours très enrichissant, aussi bien pour nous que pour vous. Donc, merci beaucoup. Voilà, et un dernier petit message. Donc, Emeline et moi sommes partis du cabinet ADO Conseil. Et pendant cette période de confinement, on a trouvé important de maintenir le lien à travers ces webinaires et également de prendre un temps de recul, prendre un temps de pause aussi, profiter aussi de cette période qui est un peu délicate pour tout le monde. Et donc, on propose en complément de ces webinaires sur des thématiques liées au handicap, une autre série de webinaires sur la psychologie positive et le bien-être, comment prendre soin de soi en cette période. Donc, on a déjà eu une première date qui s'est déroulée la semaine dernière. Donc, on vous invite également à vous rendre sur le site ADO Conseil pour découvrir ces dates complémentaires et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver. Merci beaucoup, très bon appétit, très bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.